Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine de la santé sur Canal 2 International. 4 mois déjà que le coronavirus sévit et continue d'endeuiller les familles camerounaises. Le nombre de cas ne cesse d'accroître. Le pic va être atteint dès la fin du mois de juin, début juillet. Nous en parlerons dans ce programme avec notre invité. Et nous ferons une incursion dans une maternité à la rencontre d'un maïeuticien pour parler de la prématurité du nouveau-né. Voilà, c'est tout pour le sommaire de Check-up. Je vous retrouve dans un instant pour la suite. Bienvenue une fois de plus. Le programme, c'est Check-up. C'est le sujet qui alimente toutes les conversations dans le monde médical. Il s'agit de cette volte-face de l'OMS et du journal scientifique Lancet à propos de l'utilisation de l'hydrochloroquine dans le protocole de traitement du Covid-19. Malheureusement, la France a déjà interdit l'usage de la chloroquine. On se souvient qu'il y a quelques semaines, le journal Lancet avait rendu public le résultat d'une étude qui faisait état de ce que la chloroquine était néfaste pour les patients atteints de Covid-19. Alors, c'est l'un des sujets abordés avec notre invité de cette semaine, le docteur Roger Etoile, que nous sommes allés rencontrer à son lieu de travail dans la ville de Douala. Il répond à plusieurs de nos questions dans cet entretien qui suit. L'étude du Lancet n'a pas apporté un démenti objectif. Les éléments de recherche qui ont été pris en compte par l'étude du Lancet ne montraient pas, par exemple, une certaine homogénéité. Vous voyez, les études se sont déroulées dans 96 000 hôpitaux, ce qui est déjà extrêmement gigantesque. Est-ce qu'on n'est pas sûr que les protocoles étaient les mêmes? D'ailleurs, en ce qui concerne la chloroquine, il y a des hôpitaux, il y a des pays qui recommandent 600 mg par jour, tel que le Cameroun. Il y a d'autres pays qui recommandent 400 mg par jour. Donc, c'est déjà un déséquilibre, quoi. Vous avez également on dit à peu près qu'il y a à peu près 3 ou 4 souches de coronavirus qui circulent à travers le monde. Donc, vous ne pouvez pas, en certain nombre, évaluer l'efficacité d'un même traitement sur différentes souches de coronavirus qui circulent. Ensuite, vous avez d'autres caractéristiques socio-démographiques des pays qui ne sont pas les mêmes. Il y a des pays avec des populations très âgées, il y a des pays qui ont des populations qui ont plus de comorbidité. Donc c'était déjà ça, ce biais de sélection. Ce biais. Ensuite, il y avait, cette étude a présenté également un certain nombre de biais d'observation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on recherche dans l'étude? Le professeur Raoul a posé comme hypothèse que la chloroquine prise précocement améliorerait le pronostic, la survie des patients. Or, l'étude du Lancet a été dans les hôpitaux évaluer la survie des patients graves, et tout avec des profondes comorbidités. Donc, l'observation n'était pas déjà la même. Donc, il y avait déjà une disparité. Ensuite, vous avez évidemment toutes ces suspicions autour des interférences, des lobbies, même du sérieux, même de la collecte des données. On parle notamment d'une société assez lugubre sur GFR qui a collecté les échantillons, une société qui a à peine 5 employés, avec des dirigeants assez sulfureux. Donc, tout ça ne permettait pas une vraie sérénité pour pouvoir prendre en compte cette étude du Lancet. Nous sommes choqués. Mais malheureusement, on a des pays comme la France, et qui n'est pas le seul pays à avoir subitement, après la publication du journal Lancet, suspendu l'usage de la chloroquine. Les autorités françaises sont probablement allées très vite en besoin. Elles n'ont pas eu le recul nécessaire
Oui, je pense que même l'OMS a perdu un peu de sa sérénité, Mais sa crédibilité de sa aussi. crédibilité également, depuis le début de cette pandémie. Elle n'a pas montré vraiment des gages d'une organisation internationale qui anticipait sur les risques, qui prenait des décisions objectives et courageuses et qui était totalement détachée et indépendante des lobbies. Au Cameroun aujourd'hui, on a franchi le cap des 8000. Malgré ce nombre croissant des contaminés, on ressent dans la population, au sein de la population, un relâchement. Les gens ne prennent pas véritablement au sérieux le respect des mesures de barrière. On a les écoles qui ont rouvert et les frontières qui vont ouvrir dans quelques jours. Et vous avez déclaré que le Cameroun n'a pas encore atteint le pic. Et le pic pourrait être atteint au début du mois de juillet. Comment expliquer cela? Vous êtes basé sur quel élément? Oui, les épidémies ont un certain modèle de survenue et une certaine évolution naturelle. Évidemment, il y a la phase d'importation, ensuite la phase de contamination communautaire, ensuite une phase en réalité qui est justement ce pic et tout, et après elles décroissent. Et donc nous avons dépassé évidemment la phase d'importation du virus qui était au début du mois de mars avec les premiers cas. La phase de contamination communautaire. Aujourd'hui, évidemment, les frontières étant fermées, toutes les contaminations évidemment se passent dans la communauté. Il y a d'ailleurs beaucoup de contaminations familiales. En début juin, nous devons effectivement atteindre les 6000 cas, ce qui a été fait. Nous sommes aujourd'hui à 8000. Probablement tout le mois de juin, on finira probablement à 30 000 ou 35 000. Et après, évidemment, de mon point de vue, nous allons amorcer une décote en réalité de la courbe de l'épidémie. Parce qu'en ce moment, si un certain nombre de personnes développent cette immunité, la circulation du virus va s'arrêter. Aujourd'hui également, nous voyons plus de cas parce que nous dépistons également plus. Docteur Etoa, je me souviens, vous l'avez dit, c'est bien beau de respecter les mesures barrières, mais il serait encore mieux d'éviter les comorbidités qui pourraient entraîner la mort. Ces comorbidités qui sont, au vu de la connaissance de la science, de la médecine à l'heure actuelle, articulées notamment sur la question sur l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les cancers, les troubles du cholestérol ou de la goutte, l'acide urique. Bref, des maladies qui sont liées à l'alimentation et à notre hygiène de vie. En Afrique, effectivement, c'est des personnes d'une certaine classe qui développent justement ce type de comorbidité qui entraîne la mort. C'est des très très hauts profils. C'est des médecins, c'est des avocats, c'est des ingénieurs, c'est des colonels, c'est des hauts cadres de l'administration, c'est des commerçants, des hommes d'affaires. Bref, un certain nombre de personnes en zone rurale qui, entre guillemets, font partie de la classe moyenne, et, voire supérieure. Donc, en zone urbaine, vous voulez dire? Oui, justement. Donc, pour l'instant, les décès en zone rurale ou dans des quartiers où des gens tirent un peu le diable par la queue, pour dire un peu comme ça, semblent se compter au bout des doigts. Voire, j'en connais personnellement pas. Oui, justement, ce sont les personnes de la classe moyenne justement qui décèdent du coronavirus. Ce sont des personnes effectivement qui présentent ce type de comorbidité. Ont un régime alimentaire très déséquilibré. La nutrition est très grasse, elle est très salée, elle est très sucrée
ils mènent très peu d'activité physique. Ils sortent de la maison, ils entrent dans la voiture, ils sortent de la voiture, ils entrent au bureau, il est assis à longueur de journée dans le bureau, après ils rentrent chez lui et tout ça, voilà, ils prennent l'ascenseur, c'est-à-dire que des personnes qui font en moyenne moins de 6000 pas par jour. 6000 pas, c'est à peu près 4 km. Donc l'idéal pour une personne, c'est de faire au minimum 6000 pas par jour. Et donc vous comprenez que les paysans qui marchent de longues distances semblent justement paradoxalement à l'abri voilà, de la mortalité, pas à l'abri du Covid, mais à l'abri de la mortalité du Covid-19. Parce qu'il faut rappeler que le Covid, nous sommes en guerre, comme on a dit dans le Covid-19, mais dans une guerre, on compte les morts. Ce qui est le plus important, c'est de compter les morts. Donc moi, particulièrement, je ne suis pas très inquiet de voir la courbe des contaminations augmenter. Je suis plutôt inquiet et je surveille plutôt la mortalité. Je surveille le nombre de personnes qui décèdent, la catégorie, quels sont les profils des personnes qui décèdent. Et c'est ça qui m'inquiète. Je dis, c'est là où on doit cibler en fait le cœur de la lutte. On doit revenir justement à des modèles de prévention ou de lutte contre cette épidémie qui se concentre sur ce qu'on perd le plus, c'est-à-dire des morts. C'est en fait ce qui nous touche le plus, c'est-à-dire des morts. Et ce serait quoi s'il fallait proposer quelque chose, docteur? Donc, il faut se prémunir de ces comorbidités dans la prévention primaire, c'est-à-dire en corrigeant notre alimentation, notre mode de vie, manger sain, manger bio, faire de l'activité physique, les dépister précocement, c'est-à-dire faire ces check-up, comme le nom de l'émission, faire ces check-up réguliers. Bon, et on va terminer avec cette étude qui montre que 98% des patients atteints de Covid-19 développent une immunité à de longue durée contre la maladie. Est-ce à dire qu'ils sont à l'abri d'une réinfection, docteur? Oui, on commençait déjà un peu à soupçonner évidemment la pertinence de la théorie de l'immunité collective. Les récentes études nous confortent dans nos prévisions. On a, je crois, le Centre Pasteur de Paris qui a analysé des personnes qui ont été contaminées au Covid-19 et on a vu qu'elles développent une certaine immunité. Donc c'est une nouvelle absolument réjouissante qui donne de l'espoir justement à l'humanité qui fait face à cette dure pandémie, parce que vous savez effectivement que dans ce qui va arrêter l'épidémie du coronavirus, c'est l'atteinte de l'immunité collective. Et on peut atteindre l'immunité collective par deux voies. Soit par le vaccin, et vous connaissez en ce moment toute la polémique sur les vaccins, les anti-vaccins, vous connaissez effectivement toute cette polémique. On peut également atteindre l'immunité soit par les moyens naturels, c'est-à-dire en contractant l'épidémie et en résistant contre l'épidémie, en développant des anticorps qui vont nous permettre de résister contre cette épidémie. Et nous sommes justement en voie de pouvoir atteindre cette deuxième voie. Donc, si je comprends bien, docteur, quelqu'un qui a été contaminé au Covid-19 est à l'abri. Il ne risque plus de se recontaminer. Bon, pour l'instant, on dit 98% semble à l'abri. Après, en valeur, c'est une valeur relative. Après, une valeur absolue, ça n'exclut pas qu'il y ait une exception. Si vous êtes dans les 2% et que vous contractez, ce ne sera quand même pas joli. Donc, il faut quand même dire à ces personnes que même si vous semblez à l'abri, il faut quand même continuer à apprendre et mettre en œuvre toutes ces mesures barrières et évidemment lutter contre ces comorbidités. Merci, docteur Roger. Et toi?
d'avoir répondu à nos questions, d'avoir édifié les téléspectateurs de Check-up et du Canada International sur ce sujet d'actualité. Vous savez, le Covid-19 fait désormais partie de notre quotidien, du quotidien de tous les citoyens du monde entier, pas seulement du Cameroun. Alors, que pensez-vous de Check-up, le magazine de la santé du Canada? Oui, je pense que c'est une très bonne émission pédagogique qui fait de l'éducation pour la santé. Et aujourd'hui, donc, je souhaite que ce programme ait plus d'impact, plus de visibilité, plus de considération et qu'elle se déroule dans des heures de grande écoute, notamment en soirée quand tout le monde est rentré à la maison et on a le temps de suivre. C'est vrai que 15 heures c'est déjà intéressant, mais vu l'importance, vu l'impact que peut avoir une émission comme celle-là dans la vie des citoyens camerounais, je pense qu'elle devrait être située une heure de grande écoute pour que les téléspectateurs, les populations soient encore plus édifiés sur les questions de santé. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui est clair. Le docteur Roger Etoile pense qu'il serait judicieux de combattre les comorbidités du Covid-19. C'est seulement ainsi qu'on serait à l'abri d'un décès lié au coronavirus. Poursuivons notre émission. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le programme, c'est Check-up consacré au coronavirus qui fait désormais partie de notre quotidien. De plus en plus, on a des contaminations, on a aussi des personnes qui ont été guéries. Des traitements sont proposés, notamment celui de Monseigneur Samuel Cléda qui a déjà permis à un grand nombre de Camerounais atteints de Covid-19 de guérir. D'ailleurs, cette semaine, il a présenté son traitement à la presse camerounaise. Il s'agit de Elici Covid et Asta Covid, présenté cette semaine aux hommes de médias de la ville de Douala. Occasion pour l'homme de Dieu de parler du soutien que le gouvernement camerounais lui accorde et de déplorer le fait que son traitement ne soit pas utilisé par les médecins dans les hôpitaux. Alors, je vous propose d'écouter une attitude de Monseigneur Samuel Cléda, recueillie au cours de cette conférence de presse. Le monde d'emploi, on dit aussi pour celui-ci, et nous a plu de mentionner les propriétés. Voilà. Et vous avez un arbre de la savane. Le nom de cet arbre, c'est Trichilia emetica, un arbre de la savane qui pousse depuis l'extrême nord jusqu'au niveau de Meganga à peu près, mais une plante très utilisée dans la pharmacopée traditionnelle. Le deuxième produit, nous avons voulu illustrer qui porte d'abord le nom de Atsa Covid, qui porte, j'ai choisi comme symbole l'aloe, une variété d'aloe. Les deux produits sont donc inscrits à l'OAPI, donc l'organisation africaine de propriété intellectuelle. Alors, toujours dans le but de barrer la voie au Covid-19, un autre centre vient de voir le jour dans la ville de Douala. Il s'agit du centre spécial de prise en charge du Covid-19, annexe de Yassa à Mbanga Bakoko dans la ville de Douala, nouvellement créé par le ministère de la Santé. Et juste à côté, dans les logements sociaux de Yassa, il y a déjà des patients atteints de Covid qui sont mis en quarantaine et pris en charge de ce côté-là. Le docteur David Mokolo est le chef de ce centre spécial de prise en charge du Covid du côté de Yassa et il nous dit
quelles sont les conditions pour être admis dans ce centre? On l'écoute. Pour être admis à Yassa, il faudrait, comme première condition, avoir été testé positif et être de malades asymptomatiques ou légers en provenance des structures sanitaires. Donc les malades qui nécessitent de l'oxygène ne sont pas admis ici pour l'instant. Donc certes, des patients qui viennent déjà des structures sanitaires, donc ils disposent déjà de leur traitement de prise en charge. Donc ici c'est en fait comme un petit endroit d'isolement où ils viennent et ils continuent très bien leur traitement et ils seront retestés au 14e jour. Et ce n'est qu'après le résultat du test qu'ils seront probablement libérés. Et ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des équipes qui font des roulements de 24 heures. Il y a des rondes, deux rondes qui sont organisées par jour. À 9 heures, il y a 18 heures. Et en plus de ça, les patients reçoivent leur repas, le déjeuner le matin, à midi et le soir. Donc en plus, on reste à l'écoute, dispose d'un numéro pour pouvoir appeler si jamais il y a des problèmes particuliers. Avec la survenue du coronavirus, le monde entier fait face à des révolutions technologiques. Bientôt, on se passera des masques pour faire face aux filtres nasales, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Révolution technologique liée au coronavirus, on l'a vu en Chine, en Corée du Sud. Aujourd'hui, on le voit dans un pays africain, au Rwanda. Ce sont des robots mis en place pour prendre en charge les personnes malades. Question de limiter les contaminations du personnel soignant. Alors, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par nos confrères de TVC Monde Afrique. Il faut se rendre dans la banlieue de Kigali pour rencontrer des travailleurs de santé peu ordinaires. À Kazuba, Ikizere et Ngabo. Ces robots ont été déployés par l'État rwandais dans ce centre de traitement Covid-19. Objectif, réduire les contacts entre le personnel de santé et les malades. Les robots nous aident à réduire les risques de transmission, que ce soit du côté de notre personnel ou des patients. Avant de les avoir, nous leur rendions visite 2 à 4 fois par jour. Mais maintenant, 2 visites suffisent quotidiennement. C'est dire à quel point ces robots sont utiles et ont un impact, car ils nous aident à réduire le contact avec les patients. Ces robots ont été fabriqués par une société belge et financés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Leur coût, un peu plus de 3 000 €. Chaque robot serait capable de capturer les données des patients, de leur livrer de la nourriture et des médicaments, mais aussi de détecter certains symptômes du coronavirus. Le robot a été développé pour travailler dans un endroit où il y a un flux de personnes. Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui se passent et maintenant le triage de ces personnes par rapport à la fièvre ou par rapport au port du masque. Aujourd'hui, on parle d'un hôpital, mais ça peut être un cinéma demain ou ça peut être une salle de concert après-demain. Au Rwanda, 2 autres robots, Mwiza et Urumuri, ont été déployés dans le 2e centre de traitement de Covid-19 dans le sud-est du pays. Grâce à un confinement drastique et une campagne de dépistage minutieuse, le Rwanda est l'un des pays d'Afrique avec le plus faible nombre de cas de contamination au coronavirus. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up. Parlons de toute autre chose à présent. Alors nous avons fait une incursion dans une maternité dans le cadre de la rubrique Au cœur des maternités pour nous intéresser à la prématurité. Alors quand dit-on qu'un bébé est né prématuré, les différents prématurés, leurs chances de survie, des questions auxquelles répondent notre maïeuticien Stéphane Siwa. Bon après-midi Mireille, bon après-midi aux téléspectateurs du Canal 2 International et plus précisément de l'émission Check-up. Alors dans le cadre de notre rubrique Au cœur des maternités, nous allons nous intéresser à la prématurité des nouveau-nés. Bon, un bébé est dit prématuré lorsqu'il est né avant le terme théorique de 37 semaines d'aménorrhée. Eh bien, au Cameroun, nous classons la prématurité en 3 grades.
nous avons les grands prématurés, sont ceux-là qui naissent entre 28 et 32 semaines de grossesse. Les moyens prématurés, 32-34 semaines de grossesse. Et les petits prématurés, 35-36 semaines de grossesse. Et bien, lorsque nous avons en face de nous des bébés prématurés, nous évaluons leur degré de prématurité. Quand il s'agit des grands et des moyens prématurés, nous référons directement dans les unités de néonatologie pour meilleure prise en charge. Et lorsqu'il s'agit des petits prématurés, c'est-à-dire 35-36 semaines de grossesse, tout ce que nous faisons, nous réchauffons le bébé environ 2 à 4 heures de temps et ensuite nous remettons le bébé à la main pour favoriser la mise au sein et le contact mère-enfant qui est très important dans la prise en charge de ces cas de figure. Pour ce qui est des chiffres, au Cameroun, sur près de 90 000 naissances de bébés prématurés, c'est-à-dire qui naissent avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg et en dessous de 37 semaines d'aménorrhée, 10 000 décès pour des causes qui pourraient bien être évitables. C'est vraiment déplorable parce que ceci fait de ce problème la deuxième cause de décès des enfants de moins de 5 ans. Et bien, pour éviter d'avoir les bébés prématurés, tout ce que nous avons à faire est de bien suivre notre grossesse. Ça veut dire que pendant les consultations prénatales, la sage-femme ou le maïticien, voire le gynécologue, devrait dépister précocement les facteurs de risque de prématurité qui sont l'hypertension artérielle, le diabète, le paludisme, le VIH, les grossesses gémellaires et bien d'autres causes. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up. C'est la fin de votre programme. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous parlerons encore de coronavirus. Cette fois-là, de la sexualité en temps de Covid. Comment les couples devraient vivre leur sexualité tout en évitant de se faire contaminer. Si vous avez des préoccupations, des suggestions ou encore des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook en tapant tout simplement Check-up 2019. Vous pouvez aussi me contacter via mes comptes Twitter, Instagram ou tout simplement nous envoyer des SMS ou des messages WhatsApp via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes du Canada International. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour